C'est bon? Bon. Désolé pour ce petit problème technique. Donc je me présente, je m'appelle Arthur Parmentier et je suis vice-président du Musical, qui est une commission de la GEPOLI qui se base sur la promotion de la musique, notamment la musique amplifiée à l'EPFL. Et donc c'est notre première conférence aujourd'hui qu'on organise avec le reste du comité. Et donc notre objectif c'était donc de faire une série de conférences, dont la première est aujourd'hui, qui va mettre en lien la musique et les sciences en général, à commencer par la musique et les mathématiques. Un peu sur le modèle, je ne sais pas si vous connaissez, des GB Days, en fait, qui mettent en relation les sciences avec la religion. Et donc pour ça, j'ai fait appel à la professeure Constance Frey, qui est professeure de musicologie ici à l'EPFL, et qui va tout de suite vous introduire le professeur Boccadoro, qui nous vient de l'Université de Genève en musicologie. Chers professeurs, chers étudiants, bonsoir, ça fait vraiment plaisir de vous voir si nombreux pour inaugurer cette série de conférences qui, j'espère, se déroulera dans le temps, aussi les années suivantes. J'ai le plaisir de vous présenter le professeur Boccadoro, qui est professeur ordinaire à l'Université de Genève, au département d'Histoire de l'Art et de Musicologie depuis de nombreuses années. C'est aussi le professeur qui a enseigné ici pendant 12 ans, si je ne me trompe pas, donc que plusieurs d'entre vous connaissent. Grand spécialiste de beaucoup de domaines, notamment historien des théories et historien des idées. Il s'est occupé à créer des binômes aussi entre médecine et musique, entre théorie des affects et musique, entre psychologie et musique, entre mathématiques et musique, bien entendu, comme nous allons pouvoir l'entendre ce soir. Je vous souhaite une très très bonne conférence. Ah, j'oubliais un détail quand même. À part tous ces binômes, le professeur Boccadoro, que vous connaissez ici, a donné un cours sur l'histoire du jazz. C'est aussi un grand spécialiste de l'histoire du jazz et un excellent pianiste. Donc si vous avez l'occasion de l'écouter, voilà, pour toute l'histoire. Très bonne soirée, merci. Sur la cravate. Voilà. Merci pour cette invitation dans cette école qui respire le bonheur. La bonne humeur, l'intelligence, la dynamique, je le sais, je parle par expérience. Merci pour cette invitation. Qu'est-ce que je vais faire? J'ai mis un titre générique. Je ne savais pas ce que j'allais dire quand on m'a posé la question, m'a demandé de prendre la parole. J'ai pensé faire un parcours assez large, prendre une perspective assez panoramique, parler des débuts, l'origine de cette idée, le mariage musique-mathématique, jusqu'au XVIIIe siècle est pour ainsi dire un pléonasme, dans le sens que la musique, la théorie musicale fait partie des mathématiques, fait partie des études philosophiques. Jusqu'au XVIIIe siècle, date des grandes ruptures avec les Lumières. Je parlerai du début, je dirai deux mots de l'histoire, le programme d'études qui a véhiculé cette idée jusqu'à la Renaissance. Je vais poser le problème de savoir comment ces mathématiques s'incarnent dans la composition, dans le corps sonore de la composition. Je finirai par deux exemples d'applications qui, à mon avis, résument le parcours des mathématiques musicales entre le XIVe siècle et le XVIe siècle. Ce parcours a été celui d'une incarnation progressive du nombre des mathématiques qualitatives, comme on les appelle. Donc, les limites chronologiques, ça commence en Chine, la question remonte à 3 millénaires avant Jésus-Christ. On a des textes précis. Pour l'Occident chrétien, pour la pensée occidentale, c'est le pythagorisme antique. C'est-à-dire, Pythagore a parlé par aphorisme, on ne sait pas ce qu'il a dit. Donc il a livré sa discipline à tous ses commentateurs qui ont tiré un peu comme... qui ont tiré la couverture de leur côté. Chacun a fait dire à Pythagore ce qu'il a bien voulu lui faire dire. Mais le premier à écrire des textes pythagoriciens, c'est ce monsieur Philolaos de Crotone, dont il est question chez Platon.
l'extrême limite à droite, c'est la philosophie des Lumières, avec d'Alembert, Rousseau, Denis Diderot. Là, il y a une rupture qui se produit. Jusqu'ici, l'idée suivant laquelle l'impact émotionnel de la musique pouvait être mesuré et que l'affect que pouvait produire un intervalle était coextensif avec la mesure et la qualité de l'intervalle était encore vivante. Encore Rameau dira en 1726, nouvelle réflexion, une tierce juste à calculer à 5 sur 4 nous communique l'allégresse, trop forte d'un commun, d'un huitième de ton, elle nous communique jusqu'à des idées de fureur. Rameau est encore convaincu que l'impact affectif de la musique est directement proportionnel et coextensif et parallèle avec la qualité du rapport qui génère l'intervalle. Denis Diderot lui répondra que, en réalité, on peut mesurer des sons, mais on saurait faire de même avec les émotions qui nous communiquent. Et là, c'est le divorce. C'est la fin de ces mathématiques qualitatives. D'Alembert, dans la préface de la seconde édition des éléments de musique selon Rameau, il a réécrit les textes de Rameau. D'Alembert dira que l'usage des mathématiques est tout à fait inutile en musique. D'Alembert, grand mathématicien, vous le connaissez. Bon, c'est l'époque de la crise définitive de ces idées. Bien sûr, il y aura d'autres tentatives de marier musique et mathématiques. Hans Kaiser, qui enseignait à l'ETH à Zurich, avait encore dans les années 40-50 ces idées dans la tête, mais scientifiquement parlant, les mathématiques quittent les sciences au XVIIIe siècle. Il y aura des crises, bien entendu, avant, au XVIIe siècle, avec Vincent Galilée, le père de Galilée et Zarlino, on se dispute sur l'utilité des mathématiques, mais il y aura Rameau pour rétablir l'ordre, pour redonner à la raison les droits qu'elle a perdus pendant le XVIIe siècle. Le vecteur, pendant ces siècles, a été le curriculum des disciplines libérales. Les disciplines libérales, divisées en, je vous le rappelle, disciplines littéraires, trivium, grammaire, dialectique, rhétorique. Là, on étudie le logos dans sa signification verbale. Le mot logos désigne deux choses en grec, le langage logique et les rapports mathématiques. Les rapports mathématiques. Lorsque les mathématiciens grecs parlent des rapports mathématiques, des intervalles, ils parlent des logoi, n'est-ce pas? Et tout simplement parce que notre pensée établit des rapports. Quand on dit les quatre mœurs sont à la médecine, ce que les quatre parties du contrepoint sont à la musique, on fait un syllogisme. A est à B, comme B est à C. Donc les pythagoriciens sont persuadés que nous pensons avec des proportions, et donc d'un côté, ces proportions se déclinent dans le langage, de l'autre se déclinent dans les disciplines de quantité, que sont l'arithmétique, dans les arts libéraux. Le programme des arts libéraux est là depuis le 5e siècle avant, du moins les deux premières disciplines auraient été fondées par les pythagoriciens au 5e. L'arithmétique qui étudie les nombres en soi, isolément, leur qualité isolée, et la musique qui s'occupe des relations entre un nombre entier. Les deux premières disciplines s'occupent de l'entier. Il n'y a pas de musique dans l'incommensurable. Racine de 2, la diagonale du carré contre 1 ne fait pas de musique, ne produit que des dissonances. La musique s'occupe de l'entier, essentiellement, comme l'arithmétique. La géométrie s'occupe des quantités continues dans l'espace à deux dimensions. L'astronomie, des quantités continues, mais en mouvement. On explique dans les traités d'astronomie que un carré que l'on fait tourner produit un cylindre, un triangle que l'on fait tourner produit un cône, un cercle, une sphère, naturellement. On utilise tout ça pour l'étude du ciel, des épicycles. Et là, on ouvre le chapitre sur l'astronomie traditionnelle. Bon. Quelles sont les compétences, la sphère des compétences des mathématiques musicales? La première réaction que vous allez remarquer chez quelqu'un qui entend parler pour la première fois de ce chapitre, ou bien d'un mélomane laïque, il vous parlera de l'imposture des mathématiques. On vous dira que le génie et l'imagination ne comptent pas, on ne saurait réduire le génie en esclavage à travers les mathématiques. C'est toujours le même refrain que l'on trouve depuis la Renaissance. Les mathématiques constituent une vérité nécessaire qui est donnée à tous ceux qui savent compter, alors que la musique est un exercice suprarationnel de l'imagination réservé à quelques élus. En réalité, il faut faire la part des choses, il faut être clair. Dans l'histoire de la pensée occidentale, les proportions musicales gouvernent ce que les Grecs appellent ta stoichia, les éléments, le substrat grammatical de la musique, c'est-à-dire les mathématiques déterminent des gammes, des intervalles, des accords, des tonalités,
des relations entre tonalités. Voilà le substrat, la grammaire. C'est comme si on disait le substrat grammatical d'un discours. Ensuite, l'éloquence est autre chose. L'éloquence est autre chose, ne saurait être comprise dans des règles. Et puis, les mathématiques, en principe, la mixtion de ces éléments dans la composition mélodique est exclue des compétences des mathématiques, ne serait-ce que avec 12 notes chromatiques, on a fait toute l'histoire de la musique, on ne saurait réduire l'œuvre d'art à ces éléments constitutifs, pas plus qu'on ne peut pas réduire un poème aux lettres de l'alphabet, et ainsi de suite. Mozart, avec 12 notes chromatiques, a écrit toute son œuvre. Et là, on est en dehors des maths. Il y a un domaine où les mathématiques débordent ce cadre strictement grammatical dans une sorte de métamathématique, eh bien c'est lorsque les compositeurs puisent dans les maths pour organiser la forme à grande échelle. On verra ça tout à l'heure. Il est possible, une fois que le compositeur utilise les gammes, les tonalités, il les met en relation, etc., là, oui, il y a quelque chose qui est déterminé par les mathématiques. Même Schoenberg était déterminé par les mathématiques. Dès qu'il y a son, il y a quantité, il y a vibration, et ainsi de suite. Mais il est possible que les compositeurs puisent dans les mathématiques qualitatives des proportions, des nombres symboliques pour structurer la forme, le corps sonore de la composition à grande échelle. Et là, on est dans une harmonie de l'harmonie, dans une mathématique des mathématiques. Il y a un troisième domaine qui ont été du ressort des mathématiques depuis l'Antiquité, c'est la théorie des passions, c'est les affects. On va essayer de le comprendre tout à l'heure. Les mathématiques pythagoriciennes sont définies par les philosophes, sont qualifiées de qualitatives. Les philosophes ont cette idée, ils distinguent les mathématiques pythagoriciennes des mathématiques traditionnelles par cette confusion qu'il y a entre quantité et qualité. Tous les nombres ne sont pas beaux, il y a des nombres qui ne comptent pas, on trouve ça chez Pindar, anarithmon androne, les hommes qui ne comptent pas. Dans la série des nombres entiers, il y a des nombres qui ne comptent pas. Il y a des nombres qui sont moins beaux que d'autres. Par exemple, 6 est plus beau que 5 parce que 6 est divisible par 2, par 3, par 1, et 1 plus 2 plus 3 font 6. Il y a une qualité particulière qui se produit dans le nombre 6. Il y en a d'autres. La musique a été la preuve de cette mathématique qualitative. Lorsque j'avais 4 enfants, ils avaient 12, j'en ai 6 maintenant, la série a continué, quand ils avaient 12, 9 et 8, 6 ans, et 6 ans, bien 12, 9, 8, 6, si vous transformez cette série en longueur de corde, vous avez 2 cartes, mi, la, si, mi. Transformez ça en longueur d'onde, longueur de corde, vous avez 2 cartes, 2 quintes et 2 octaves, un ordre parfaitement consonant, agréable à l'oreille. L'année suivante, l'accord est rompu, 13, 9, 10, 9, 7, ça ne marche plus, la qualité est rompue. Dans cette arithmétique, les compositeurs, je résume, les compositeurs ont puisé 2 sortes d'éléments mathématiques susceptibles d'organiser la forme, une numérologie, des nombres en soi, chargés d'une valeur symbolique, et puis une théorie des proportions. La première est totalement arbitraire. 2 peut désigner la double nature divine et humaine du Christ ou le démon et le mal, n'est-ce pas? Voilà. Et puis la théorie des proportions, en revanche, est rationnelle. Quelques exemples. Donc les nombres en soi, l'étude des nombres en soi est du ressort de l'arithmétique. Alors on trouve des livres, Liber Numerorum, jusqu'à la Renaissance, adressés aux théologiens qui doivent commenter la Bible, qui mentionnent ces livres, c'est 7 ans de malheur, 666, la bête de l'Apocalypse. Comment faire parler ces ouvrages? Dieu a parlé à travers ces symboles, il faut les commenter, il faut que l'exégète puisse faire parler les Écritures. Alors il y a des livres de numérologie. Alors tous les nombres de la décade peuvent être significatifs. Il y a des nombres masculins, féminins, on a placé même le sexe dans les nombres, vous allez voir. Il y a des nombres pair-man-pair, comme 8, c'est clair, c'est divisé par 2 nombres. Impair-man-pair, 6 fois 3, 6, 3 fois 2, etc. Il y a des nombres parfaits, comme 6, je l'ai dit tout à l'heure, des nombres carrés, c'est-à-dire si vous additionnez les nombres impairs, vous avez des nombres que vous pouvez disposer dans un carré. C'est la raison pour laquelle on les appelle carrés. Il y a des nombres blonds qui produisent des rectangles qu'on appelle hétéromèques. Ces rectangles produisent les rapports musicaux. Il y a ces fameux nombres amiables dont il est question chez Euclide, 220 et 284. 284 est la somme de 1, 2, 4, 5, 10, et ainsi de suite. 220 de 1, 2, 4, 61, 101. Et tous les
les éléments de 220 divisent 284 et vice-versa. Donc, il y a un rapport croisé, logique. Ça ne marche pas avec tous les nombres. Il y a une formule chez Euclide pour calculer ces nombres amiables. La morale de l'histoire, c'est que l'amitié consiste à avoir quelque chose en commun, donc un lien. Voilà. L'harmonie, la théorie des proportions, bien c'est tout simplement une mise en relation, une incarnation des rapports dans le sonore, et on produit ces gammes, naturellement. Ces rapports peuvent être appliqués au rythme, à des macro-rythmes, à l'organisation des parties, d'une composition, etc., etc. Durant le point C, durant 20 siècles, les mathématiques musicales vont gouverner les discours des savants sur le pouvoir psychique de l'harmonie, l'harmonie qui agit comme une drogue sur l'âme de l'auditeur, qui entraîne au suicide des marins qui aimeraient bien vivre, comme dans l'Odyssée, la musique qui calme la fureur, qui donne l'ivresse ou qui soigne de l'ivresse, la musique qui conduit au vice et à la vertu. À Genève, on punit, à Lausanne aussi, on punit les jeunes mariés qui dansent le jour de leur mariage, parce que la danse conduit à paillardise. Il y a des tonalités morales, des tonalités immorales qu'il faut proscrire de la République. C'est Platon qui l'a dit, et ceci est probablement causé à la structure mathématique des gammes en question. Donc on désigne par cette théorie des affects la croyance que dans le pouvoir psychique, thérapeutique de l'harmonie numérique, d'altérer le tempérament, les états d'âme, etc., avec la puissance d'une substance psychotrope. Évidemment, dans la culture antique, cette idée, l'explication de la perception, des effets émotionnels, des signes, des substances psychotropes, le vin, les drogues, la musique, est du ressort de la psychologie, de la philosophie, etc., et de la médecine des humeurs, mais la médecine des humeurs est exclue des arts libéraux. Elle est trop engagée dans la fange du corps pour être une science exacte. Et encore aujourd'hui, parler avec la plupart des médecins, la médecine n'est pas une science exacte. Une fois ça marche, une fois ça ne marche pas, le corps est quelque chose de non prévisible à l'avance. Donc, la musique, en revanche, prenez le fondateur, disons le chaînon entre l'Antiquité et la Renaissance, qui est Boëtius, qui est le saint-père de la théorie musicale pendant 1000 ans en Occident. On étudie Boès à l'université, c'est le livre de référence pour l'étude des mathématiques musicales. Eh bien, il commence avec un prologue dans lequel il commence par expliquer les merveilleux effets produits par la musique dans l'Antiquité. De institutione musica libri quinque. Il commence à décrire comment Pythagore, par une simple modulation, a réussi à calmer l'âme d'un jeune homme en fureur qui avait été rendu fou par un aulos qui jouait, un double hautbois qui jouait sur un péon épibate, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, un rythme, et sur un mode phrygien. Voilà que on appelle Pythagore, qui vient de passer la nuit dans l'observation de l'harmonie des sphères, et il comprend que la cause de la fureur de ce jeune homme qui voulait mettre le feu à la maison de sa maîtresse, le texte dit scortum, qui veut dire courtisane, escorte. Il voulait mettre le feu, et voilà qu'on ne sait pas comment le calmer. On appelle Pythagore, qui comprend que le mal, la cause du mal, c'est la forme mathématique qui agit dans le mode et dans les rythmes. Il leur donne une métabole katatonon, une modulation, et voilà qu'on passe du phrygien au dorien, une meilleure mesure dans les intervalles, du péon épibate au spondé, des longues. Et voilà que le jeune homme de Taormina en question, c'est toujours des jeunes adolescents pris de vin, en proie à la démesure, au sexe, à la transgression, que la musique soigne et ramène à une juste mesure par les vertus de la musique. Voilà. Et donc Boès commence avec ça, et ensuite il dit, si vous voulez connaître les causes de ces phénomènes, lisez le traité de mathématiques qui suit. Voilà. Il renvoie les lecteurs aux proportions dont il traite dans le reste de l'ouvrage. La théorie des passions a été donc un chapitre pendant 1000 ans, et même après, jusqu'à Ramon, la théorie des passions est du ressort des mathématiques musicales. Je dis ça à mes collègues des neurosciences à Genève qui ont usurpé la chose en question. Ils s'occupent de musique, etc. Ils s'occupent d'histoire de l'art, l'effet psychique des œuvres d'art, etc. Historiquement parlant, la théorie des passions est un chapitre de la musique et des mathématiques musicales. Historiquement parlant, c'est un chapitre de la musique. Parce que la médecine des humeurs, qui explique ces phénomènes, est exclue des mathématiques. Bon. Les origines... Je parlais avec monsieur
des origines chrétiennes de cette idée, de la fortune que cette idée a eue parmi les chrétiens. Pour un chrétien, l'origine de ces idées, de cette mathématique universelle, de cette harmonie universelle, remonte au moment où le bon Dieu a utilisé les mathématiques pour orchestrer l'univers. C'est dit dans le livre de la sagesse de Salomon, « Tu qui omnia secundum numero et pondere et mensura fecisti ». Le livre de la sagesse dit « Toi qui as construit le monde selon le nombre, le poids et la mesure ». Pour les non-chrétiens, par parenthèse, c'est cette récurrence biblique qui a permis au père de l'Église de marier le pythagorisme, des pythagoriciens qui n'ont pas connu Dieu, avec la tradition biblique, n'est-ce pas? Ça veut dire que si le livre sacré a été dicté par Dieu, par la bouche des prophètes, eh bien, si le livre de la sagesse parle d'une création mathématique, eh bien, les pythagoriciens ont capté une science qui appartient à notre Dieu. Ah non, il y a eu un phénomène de récupération culturelle, et pendant 1000 ans, le pythagorisme sera aspergé d'eau bénie par les pères de l'Église. Il deviendra une discipline de la scientia christiana, de la doctrina christiana. Lisez les pères, Saint Augustin, etc., tous s'occupent de musique. La musique a été utilisée par le bon Dieu pour organiser le Magnum Carmen Creatoris, le grand chant du Créateur. La création est une grande composition musicale régie par l'harmonie et par l'amour avec un grand A, parce que l'harmonie rime avec amour dans cette tradition. Pour les laïcs qui n'ont pas connu les athées qui n'ont pas connu la révélation, il est probable que toute la longue histoire des mathématiques musicales commence avec la facture des instruments, avant et à cordes. Il ne devait pas être très difficile de s'apercevoir qu'en coupant une flûte à moitié, on obtenait l'octave. Et il ne devait pas être difficile non plus de voir qu'on pouvait faire la même chose sur une corde vibrante. Et il est probable que tout a commencé lorsque le premier homme a eu l'idée de faire vibrer la corde de son arc dans sa bouche pour en faire un instrument de musique appelé aujourd'hui arc musical. Encore, il y a un fragment, le fragment 51 de Héraclite dit « Les hommes ne savent pas comme tout concorde de manière concordément dissonante comme l'arc et la lyre ». C'est le fragment 51 d'Héraclite. Voici un musicien du Burkina Faso qui va vous donner un concert d'arc musical. Il est encore vivant aujourd'hui. C'est très ancien. On a trouvé dans la grotte des Trois Frères, à Montesquieu, à Ventès, une peinture murale, rupestre, montrant un sorcier, chaman probablement, vêtu d'un animal, avec l'instrument dans la bouche. Instrument de mort, mais aussi de fascination, de mise en résonance de la nature pour faciliter la fécondité, la chasse et ainsi de suite. On va faire jouer ce monsieur, comment faire avec ce... Voilà, on y arrive avec mon... Non. « 17 000 ans en arrière. C'est un corps vivant en Afrique. Voilà l'histoire. Donc, il a suffi de munir l'arc musical de cordes supplémentaires pour que l'instrument de mort emprunte un chemin différent, générant la progéniture des instruments, des harpes, le birimbau du Brésil. On ajoute un résonateur. Il n'y a qu'à ajouter des cordes, vous avez ceci, harpe africaine. Là, on est en Égypte, le résonateur commence à devenir la caisse de résonance. La terre connue en Grèce, les harpes médiévales, claviciterium, on place un mécanisme dans la harpe en question, clavecin, 17e, Steinway. Il était presque impensable pour les joueurs de harpe de ne pas placer la main sur la moitié de la corde pour s'apercevoir que la moitié de la corde produisait le premier harmonique, un son agréable à l'oreille. Et il est presque inimaginable de jouer des instruments de pareil, de cette taille, sans arriver à la conclusion que la corde se divise en parties aliquotes, c'est-à-dire en nombres entiers. Et que ces nombres entiers, ces nœuds, produisent les consonances les plus
agréables. Vous connaissez ça, je ne vais pas vous expliquer ce phénomène ici, mais c'est ce qui s'est produit. Placez le doigt sur ce nœud et vous avez un son harmonique. Les mathématiques musicales, les pythagoriciens, en jouant avec les mathématiques, s'aperçoivent que chaque intervalle marie un nombre entier, un nombre impair, que l'octave c'est la moitié de la corde, que la quinte do sol c'est 3 sur 2, que 4 tiers produit la quarte et que les intervalles sont produits par la division en nombre entier de cette corde. Ils s'aperçoivent aussi qu'on peut calculer avec les intervalles comme on calcule avec les proportions. L'addition des intervalles suppose la multiplication, la soustraction, la division, des rapports. Et puis ils s'aperçoivent aussi que, étant donné, une fois qu'on connaît les deux extrêmes, la valeur numérique des deux extrêmes, eh bien on peut placer des moyennes qui ont des résultats musicaux, des moyennes qualitatives qui répondent à des calculs très, très beaux pour l'esprit, qui se traduisent dans le sensible, produisant des effets agréables. Là, voilà, un manuscrit de votre serviteur. Voilà comment on peut prendre une quinte, voyez, 3 sur 2, puis une quarte, ça vous fait une octave. Théoriquement, comment obtenir 2 sur 1 à partir de 3, 2 et 4 tiers, s'il faut multiplier les rapports, et vous avez 12 sur 6 égale 2 sur 1, donc l'octave est bien la somme d'une quinte et d'une quarte. Si c'est vrai pour la somme, ça doit être vrai aussi pour la division. Vous prenez la quinte, vous lui enlevez une quarte, la quinte do, fa, point 3 ici, do sol, la quinte, 3 sur 2, divisé par 4 sur 3, la quarte, vous vous retrouvez avec le ton, c'est-à-dire fa sol. Oui, fa sol, le ton. Donc on a le ton, très bien, avec un ton, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on peut mettre 2 tons ensemble et on obtient une tierce. Il n'y a qu'à multiplier 9, 8 fois 9, 8, 80, 64, c'est la tierce pythagoricienne. Et puis on veut le demi-ton, qu'est-ce qu'on fait pour le demi-ton? Il n'y a qu'à prendre cette tierce pythagoricienne, 80, 64, et la soustraire à une quarte. 4 tiers divisé par 80, 64, ça vous donne le leim de 156, 243, dont il est question chez Platon, dans le Timée, lors de la construction de l'âme de l'univers. Vous avez le demi-ton pythagoricien. Avec tout ça, qu'est-ce qu'on fait? On a de quoi fabriquer une gamme diatonique. Par exemple, on peut percer un instrument. Et puis, on a quelque chose d'intéressant, parce que la grande question pour les pythagoriciens, pour tout théoricien de la musique, est la suivante. Jean-Jacques Rousseau dit dans ses écrits, la seule harmonie, c'est l'unisson. Ça me fait une belle jambe. Je veux dire que le problème du théoricien de la musique, c'est de savoir, étant donné une note comme point de départ, fixée quelque part dans le registre, quel est le son qui peut suivre? Eh bien, jusqu'ici, avant les pythagoriciens, la musique procédait à l'aveuglette. Comment est-ce que tu accordes la cithare? Je ne sais pas, c'est comme ça, c'est mon père qui me l'a appris. C'est la tradition, c'est la tradition aveugle, la pratique aveugle. Au moment où les pythagoriciens découvrent ces mathématiques, eh bien, ils ont une loi. La théorie musicale dispose d'une loi, un compas du cartographe qui leur permet de arpenter l'espace sonore. Ah oui, tiens, une quinte, un ton, une autre quinte, ah bien, ça va être l'ossature pour faire graviter la mélodie, n'est-ce pas? Et là, on a des sons qui se marient, on a des sons qui s'opposent, on a une consonance, une dissonance, on a des sons mélodiques, des sons ecmélodiques, et le tout est quantifiable par du moins le substrat grammatical est quantifiable par des lois. La musique possède une loi. Heinrich Egebrecht, le plus grand musicologue allemand, a dit que la théorie musicale commence ici. La théorie musicale consciente commence au moment où les pythagoriciens ont une loi rationnelle pour expliquer la compatibilité, l'incompatibilité des sons. Calcul des moyennes, il y en a 2, c'est l'arithmétique. Je prends comme base 12, le son 12. Pensez à ça, hein, ça vient de là, j'ai pensé à ça. Oh, bon Dieu. Ça, hein, prenez le son 12. Si vous prenez 12 et 6, je prends 12 parce qu'il est divisible par 3 et par 4, je pourrais prendre 1, mais ça vous donne des fractions, et les Grecs n'aiment pas trop les fractions. Bon. Prenez 12, 12, 6, l'octave, si vous extrayez la moyenne arithmétique, 12 plus 6 divisé par 2, ça vous fait 9. Et c'est quoi 9 par rapport à 12? Vous simplifiez, vous allez trouver 4 tiers, c'est une quarte. Supérieure à mi. La moyenne harmonique, c'est encore plus beau. Vous avez une moyenne harmonique lorsque la différence des termes, le rapport de la différence des 3 termes est égal au rapport des extrêmes. Par exemple, 12 moins 8 égale 4, 8 moins 6 égale 2, 4 divisé par 2 égale 12 divisé par 6. Ça ne marche pas toujours.
La formule, c'est 2AB divisé A plus B, pour trouver la moyenne harmonique entre deux extrêmes. Eh bien, vous allez tomber sur 8, et 8, c'est effectivement une carte depuis la note aiguë, et c'est le Si. La structure que vous avez devant vous, dans l'Antiquité grecque, chez Platon, Aristote, est le corrélatif de la tonalité de Do majeur pour nous. C'est l'octocorde dorien. Les Grecs insèrent 2 notes mobiles à l'intérieur de ces tétracordes pour les déplacer, pour avoir des couleurs pathétiques, émotionnelles différentes, mais c'est l'ossature de l'octocorde dorien. Voilà. Pour les moyennes, c'est les 3 opérations qu'on a utilisées jusqu'à la Renaissance. Il reste la proportion géométrique, mais la proportion géométrique divise les intervalles à moitié. Vous avez une géométrique lorsque A est à G et G est à B, lorsque le rapport est égal. 4, 2, 1 est une géométrique 2, et le géométrique de 4 et 1, racine de 4 égale 2. Vous multipliez les extrêmes, vous les mettez sous racine et vous avez la géométrique. Et comme vous le voyez, la géométrie divise les intervalles à moitié, produisant des dissonances affreuses. Par exemple, dans l'octave 2 sur 1, la géométrie produit racine de 2, qui est le triton, qui est le milieu de l'octave. C'est un son mal vu pendant le Moyen-Âge, Diabolus in music, le diable en musique. C'est une dissonance qui produit le vertige, effectivement. Et la géométrique n'est pas tellement aimée, à l'exception du tempérament des instruments à cordes. Dans le piano, les 12 notes chromatiques constituent 12 logarithmes en base 12 de l'octave, et ce sont des moyennes géométriques, 12 moyennes géométriques. Vous commencez à diviser à moitié, racine de 2, vous pouvez en loger encore 2, et vous avez une gamme à tons entiers, Do, Ré, Mi, Fa dièse, Sol dièse, La dièse, Do, la gamme de Debussy, et ce sont autant de moyennes géométriques. On utilise ça pour casser la tonalité chez Bartók, on module au Fa dièse ou Sol bémol, le milieu de l'octave, pour casser la tonalité. Je passe là-dessus. Alors, à partir de Platon, les auteurs distinguent 2 domaines de l'harmonie. L'harmonie perçue par l'oreille, et l'harmonie du rapport qui la génère sur le plan intelligible. La ratio et sensus, une mesure et un mesuré, une forme et une matière. Et là, on en arrive à la conclusion que l'harmonie sonore, la consonance que vous entendez, est la traduction sensible d'un rapport arithmétique choisi, pas n'importe lequel, engagé dans les corps sonores. L'idée dans la théorie musicale, c'est que les conditions mathématiques, voilà ce qu'on étudie dans les mathématiques musicales pendant 1000 ans, pendant le Moyen-Âge, de Boès à la Renaissance, les Grecs l'avaient fait avant eux. Eh bien, c'est l'idée qu'un intervalle n'est pas consonant en vertu du jugement de l'oreille, du plaisir qu'il produit. La quinte n'est pas belle parce qu'elle vous fait plaisir en l'écoute, mais elle est consonante si elle respecte un certain nombre de conditions mathématiques. La consonance est une formule purement mathématique. Jusqu'à Galilée, Vincenzo, le père, la consonance est une affaire de nombre, tout simplement. La consonance varie est une affaire de communication entre les 2 extrêmes, c'est-à-dire la capacité des 2 extrêmes de générer une mesure simple entre eux, sans reste. Par exemple, l'octave est la plus parfaite des consonances parce que 2 contient un nombre entier de fois. 3 est un peu plus complexe, ça produit une quinte qui est moins parfaite parce que 3 contient 2 plus la moitié de 2, c'est 1 plus 1,5. La valeur dégénère, la qualité dégénère dans la carte, 4 sur 3, c'est 1 plus 1 tiers, 4 contient 3, un nombre entier de fois, mais plus 1 tiers de 3, et ainsi de suite. Et là, il y a une hiérarchie de mathématiques. Les conditions sont ici, A moins B égale X, le rapport A et B est consonant si la différence des 2 extrêmes est un diviseur commun de A et de B. Par exemple, 3 sur 2 est consonant parce que 3 moins 2 égale 1, et 1 divise 3 et 2 en même temps, mais 5 sur 3 est dissonant parce que 5 moins 3 égale 2, et 2 ne divise ni 3 ni 5. Et donc c'est un rapport à classer parmi les dissonances. Vous voyez, l'oreille n'est pas consultée, on ne fait que calculer. Le rapport est magnifique s'il appartient au genre d'inégalité qualifié de multiplex, comme 3 sur 1, 4 sur 1, ainsi de suite. S'il est hétéromèque, comme on les appelle en grec, ou super particulier en latin, n plus 1 sur n. Alors, mais avec ça, on admet tous les rapports de la série des nombres entiers, jusqu'à 81, 80, jusqu'à 1001 sur 1000. Il faut les exclure puisqu'ils produisent des
rapports jugés arbitrairement comme dissonants. Et donc les pythagoriciens, la théorie musicale, jusqu'à la Renaissance, élève une cloison étanche dans la série des harmoniques pour dire, au-delà de cette limite, la musique dégénère dans la dissonance. Les pythagoriciens ont dit que la limite est le 4, parce que c'est un nombre c'est purement arbitraire. 1 plus 2 plus 3 plus 4 font 10, c'est un cycle qui se ferme, et basta. Jusqu'à Zarlino, jusqu'à 1550, la limite c'est 4. Les tierces et les sixtes sont exclus parmi les dissonances. Zarlino va pousser pour les intégrer la limite jusqu'à 6, au 6e partiel, et là il peut intégrer dans le contrepoint les tierces majeures, les tierces mineures, les sixtes, et ainsi de suite. Mais il y a toujours cette idée d'une cloison. Le premier qui l'a abattu, qui a essayé d'abattre cette cloison, ça commence avec Galilée, le père de Galilée, et puis il faudra attendre Jean-Jacques Rousseau, qui dans l'article Consonance de l'encyclopédie, dit, il s'insurge contre Rameau, il dit, mais quoi mon oreille devrait être charmée par la tierce mineure, 6 sur 5, et elle devrait être écorchée par le rapport de 7 sur 6 qui vient ensuite. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il n'y a pas de limite. Et là, on a déjà une idée du décloisonnement, de l'émancipation de la dissonance à laquelle aboutira Schoenberg au XXe siècle, qui a battu toutes les limites qualitatives entre consonance et dissonance. Tous les intervalles sont beaux chez Schoenberg. La dissonance est une consonance éloignée. On est dans le gris sur gris. Voilà. Point. Ça, c'est pour les mathématiques. La seconde étape du pythagorisme, le pythagorisme serait resté une cuisine de compositeurs sans cette volonté cette projection à un niveau macrocosmique de cette théorie, ces abus de langage qu'il y a chez les pythagoriciens. Ils commencent par s'apercevoir que chaque rapport harmonique marie un extrême pair et un extrême impair. Comme un des deux nombres désigne un son grave et l'autre un son aigu, ils en arrivent à la conclusion que le pair est le contraire du pair. Et ils interprètent l'harmonie comme une sorte de modèle réduit de la concordance discordante de tous les corps physiques et métaphysiques. Je vous rappelle que cette idée, qu'on appelle krasis en grec, cette idée que tout soit le fruit d'un mélange, d'une mixtion d'éléments contraires, chaud, froid, sec, humide, l'eau, l'air, la terre, le feu, les humeurs, la bile jaune, la bile noire, etc. Pour un grec, le monde est une salade de composantes contraires, chaude, froide, sèche, humide, 4 éléments, 4 humeurs, 4 saisons, les 4 parties de la journée, les 4 vents, et ainsi de suite. Tout fonctionne comme ça. Ils n'ont que 4 éléments. La table de Mendeleïev, dans l'Antiquité, n'a que 4 éléments pour expliquer tous les phénomènes physiques. Et tout ce qui existe est une mixtion, ils appellent ça une crase, une harmonie, d'où le rôle de ces spéculations pour l'analyse du réel. On décrète donc que le pair est le contraire de l'impair et que, en quelque sorte, l'harmonie est un modèle réduit de l'harmonie universelle, de tout ce qui se passe dans les corps physiques. Aristote l'a dit, dans la métaphysique, voulait avoir le seul compte-rendu objectif du pythagorisme antique, parce que Platon l'a détourné. C'est Aristote dans la métaphysique, 990a, commence à expliquer le pythagorisme antique. Il dit qu'au lieu d'expliquer le monde comme une crase de contraires, comme l'avaient fait Anaximandre, Anaximène, les premiers physiologues, eh bien, les pythagoriciens substituent aux éléments physiques les éléments du nombre, et que les éléments du nombre sont le pair et l'impair, ce qui est absurde, puisque le nombre ne peut pas être le contraire du nombre, le nombre ne peut pas être l'élément du même nombre. Il y a une absurdité là derrière, mais bon, ils pensent comme ça. Ils confondent les choses et les nombres. D'ailleurs, les nombres dont il est question, il serait long de l'expliquer ici, ça nous mènerait un peu loin, mais lorsque les pythagoriciens parlent d'unité, ils pensent à un atome, c'est-à-dire que l'unité, chez les pythagoriciens présocratiques, a un poids, une dimension spatiale, elle se divise par dichotomie comme une cellule, etc. Aristote dit dans la métaphysique, les pythagoriciens ont confondu dans l'harmonie, dans les nombres, le principe moteur de toutes les transformations de l'univers et la cause matérielle de l'univers. C'est-à-dire que la cause matérielle de cette table est le bois, la cause efficiente qui transforme le bois en table, c'est l'ouvrier. Les pythagoriciens disent que la table est à la fois bois et ouvrier, c'est-à-dire que le principe moteur des transformations est
intrinsèque à la matière même du monde. Les nombres fournissent à la fois la matière du monde, parce cette matière crée les dimensions. Ils ont de la peine à comprendre comment cette table se produit à partir d'atomes, d'unités qui n'ont pas de dimension spatiale, n'est-ce pas? Et d'autre part, si on leur dit qu'on peut diviser par dichotomie à l'infini cette longueur sans trouver de terme à la division, eh bien, ils ne comprennent plus rien, ils ne peuvent pas expliquer la génération des grandeurs, du temps, etc. Et ils sont convaincus donc que chaque corps, que chaque nombre est engagé dans la matière physique. Par parenthèse, l'idée que la cause motrice d'une transformation soit inhérente à la matière elle-même ne pouvait arriver que dans le seul domaine du monde sublunaire, c'est-à-dire la matière vivante. La matière vivante. Les pythagoriciens, il y a des textes embryologiques qui expliquent que des particules masculines et féminines se trouvent dans la matrice pour créer un embryon qui, suite au mélange du père et de l'impère, des cellules haploïdes et diploïdes, dirions-nous aujourd'hui, commence sa transformation de manière automatique, c'est-à-dire par un principe de transformation qui est interne à la matière. Et la thèse des pythagoriciens, le monde est un grand bébé qui est né d'un Big Bang, d'une copulation entre le père et l'impère dans la matrice du monde. C'est une théorie très poétique, aussi folle que poétique. Et puis le monde se divise par dichotomie en 2, en 3, en 4, et voilà qu'une sphère se produit avec des étoiles qui tournent, régies par les rapports harmoniques, 7 planètes, 7 notes, et ainsi de suite. Bien, donc content d'expliquer la composition interne des corps physiques moyennant l'harmonie, eh bien ils ont recours à la même harmonie pour expliquer les relations mutuelles d'attraction et de répulsion, d'action, de passion et de réaction des corps physiques entre eux. À commencer par l'attraction par excellence, l'amour. L'habitude les pythagoriciens représentent les nombres moyennant des galets. En latin, calculi. En latin, on dit calculi. Le terme est resté dans les calculs de la vésicule biliaire, j'en sais quelque chose. Ils calculent avec des cailloux qu'ils distribuent sur le sable. Alors immédiatement, quand ils représentent la quinte, ils se rendent compte qu'il y a quelque chose de commun qui explique l'harmonie entre 3 et 2, c'est ce boulet rouge, c'est cette petite particule rouge qui est présente d'un côté et de l'autre. Vous n'aurez pas le même intègre dans racine de 2 contre 1, c'est évident, donc c'est la présence de cette unité, dénominateur commun, dans un ensemble et de l'autre, qui crée le lien harmonique par excellence. Ils en vinrent à la conclusion que cette compénétration des nombres était à l'image de la génération de l'univers et d'une copulation entre raisons spermatiques. On a ce terme chez Aristote. Raisons spermatiques masculines et féminines. Le père est féminin en raison du vide central qui s'ouvre, c'est la matrice. L'impair est masculin à cause du membre qui se dresse au milieu des 2 extrêmes. Il y a un texte de Plutarque qui dit que le nombre 5 est le nombre de l'amour, parce que 3 vient féconder 2, rentre dans la matrice de 2. Et c'est une très belle métaphore qui va encourager les savants de Platon au père de l'Église à dire qu'il en va de l'amour comme de l'harmonie, que l'harmonie est une forme d'amour, que les sons qui copulent dans l'harmonie musicale, ils s'aiment quelque part. Vous savez, il y a un texte du jeune Mozart dans la biographie du père, il a surpris son fils pianoter sur le pianoforte et dit « Qu'est-ce que tu fais ?»« Je cherche les notes qui s'aiment. » Je cherche les notes qui s'aiment. Il a dû avoir vent d'un texte de Marcille Ficin, philosophe néoplatonicien de la Renaissance, qui avait commenté le banquet de Platon, qui avait dit que, à certains moments, il en va de l'harmonie comme de l'amour, et que les musiciens cherchent l'amour dans les gammes. Ils trouvent beaucoup d'amour entre le premier son de l'octave diatonique et le dernier. Ils trouvent très peu d'amour entre le premier et le 7e. Un amour moyen entre le premier et le 3e, la tierce. Enfin, on peut graduer l'attraction, la compatibilité, la communication des extrêmes moyennant des nombres. Et l'harmonie et l'amour que l'impair fait au père dans les extrêmes des intervalles. Vous savez, le dernier vers de la Divine Comédie, Dante,
qui connaissait à fond ce genre de théorie, dernier vers de la Divine Comédie, l'amore che muove il cielo e le altre stelle. L'amour qui fait tourner le ciel, les roues du ciel et les autres étoiles. C'est parce que l'amour est dans la création, parce que Dieu a inséré l'amour dans la création sous forme d'harmonie, que le tout se tient, que tout se tient avec une amorevole concordia, avec une concordance amoureuse. Ce qu'il faut retenir de ça, c'est qu'harmonie rime avec communication, transitivité, affinité. Et bien entendu, la preuve physique de ce phénomène, c'est la vibration sympathique des cordes, où une corde vibre avec l'autre sans la toucher, qui amène à la conclusion que la musique déploie ses trames numériques au-delà de l'intervalle, telle une araignée qui tisse sa toile dans l'espace. Platon qualifie l'âme du monde comme une toile d'araignée. Une image de la dialectique chez Véronèse, Palazzo Ducale à Venise. La dialectique est sœur de l'harmonique chez Platon. Elle le regarde dans une toile d'araignée. Et on pourrait continuer avec les toiles, les capteurs de rêves que l'on vend, que les Navajos vendent aux enfants. J'en ai fait l'expérience cet été pour attraper les mauvais rêves dans les tissus de la toile en question. Donc, la musique déploie ses trames numériques au-delà de l'intervalle, comme une araignée qui tisse sa toile. Et là, on comprend pourquoi l'arc musical est un instrument chamanique, parce que la musique agit à distance, comme la magie. Réfléchissez aux termes qu'on utilise dans la magie, qui sont empruntés à la musique: charmer, charme, Carmen, charmeur, etc., etc. Tous ces termes viennent de la musique qui agit à distance par la vertu. Vous savez comment procède les mages? J'ai envie de faire du mal au directeur du conservatoire de Genève. Je fabrique un simulacre de ce monsieur, je le pique là où je pense, il aura mal, parce que dans la magie, il y a une analogie, analogia, logos, rapport d'analogie entre la petite statue. C'est comme ça que procèdent les magiciens. Toute la magie est fondée sur cette idée, et c'est l'harmonique, le tissu connectif entre le phénomène proche et lointain. Voilà, c'est un peu ça qui se passe. L'inflexion harmonique commence à l'octave et puis elle se communique dans les autres. Un des chapitres de ce phénomène chez Platon, c'est le magnétisme. Il y a un passage chez Platon dans le Ion qui explique qu'il en va de l'harmonie comme des anneaux magnétiques qui collent les uns aux autres. C'est un peu ça. Effectivement, donc la musique permettait d'expliquer tous les phénomènes d'action à distance qui traversent la machine du monde dans une sorte de trigonométrie spirituelle. Et durant des siècles, on ramène un problème de consonance et de dissonance, tout ce qui peut être interprété en termes de relation, de la consonance entre deux sons, aux enchantements de la magie, en passant par l'homéopathie, l'allopathie, c'est tout un chapitre de la musique, le magnétisme des aimants, l'astrologie. La musique de l'âme et du corps, ça rentre dans l'harmonie. La grâce des quatre humeurs, c'est un chapitre de l'harmonie. Les voyages de l'âme dans l'au-delà, l'âme entre en consonance avec le ciel, avec l'esprit des anges. L'irradiation prophétique, bien sûr, là ce sont les anges qui communiquent par une sorte de sympathie universelle. Et bien entendu, les vertus efficaces de la musique, la liste en effet, des objets gouvernés par l'harmonie des contraires inclut l'âme, le corps et le rapport de la mélodie avec l'âme. Les pythagoriciens décrètent que l'âme est une harmonie, comme une sorte d'instrument de musique qui vibre par sympathie avec ce qu'elle entend. Donc l'effet psychotrope de la musique, c'est la conséquence de l'action de la forme mathématique de la mélodie sur l'harmonie de l'âme qui vibre par sympathie avec ce qu'elle entend. Et celle-ci configure les organes de la perception, les humeurs, en fonction de sa forme. Là, vous avez un schéma de la physiologie des humeurs, c'est ce qu'on enseigne aux médecins. On a ici les quatre éléments, on a les quatre humeurs, le sang, le flegme, la bile noire, la bile jaune. Naturellement, la théorie veut que lorsque ces quatre éléments sont égaux, vous êtes dans un calme olympien absolu. Si on avait tous cette proportion, nous serions tous égaux comme deux gouttes d'eau, mais du fait que la proportion connaît des dissonances, des excès et des défauts dans chacun d'entre nous, eh bien, les uns ont les yeux noirs, les autres ont les yeux blonds, etc. C'est la disharmonie de ce système. Lorsque les rapports se font 1 divisé par 1, divisé par 1, divisé, le gâteau est coupé en 4 parties égales, c'est le calme plat, c'est la santé. Lorsqu'il y a un excès ou un défaut, eh bien, il y a
une affection qui est à la mesure de la dissonance produite. Le premier qui formule cette théorie, dans l'histoire de la médecine, on appelle ça la théorie morale, qui dure jusqu'au XIXe siècle, dans certains domaines, dans la littérature chez Balzac en tout cas, pour les médecins, XVIIe siècle, on commence à entrer en crise, mais pendant toute la Renaissance, on trouve ça chez les médecins. Le premier qui l'a énoncé est un médecin pythagoricien qui parle d'harmonie et de dissonance à propos des affections mentales des patients. Il s'appelle Alcméon de Crotone, 5e siècle avant, c'est un pythagoricien dont il est question chez Aristote. Voilà. Ce modèle, depuis le 5e siècle, fournit un paradigme pour l'analyse du caractère des consonances, des intervalles. L'intervalle est d'autant plus pathétique qu'il est dissonant, qu'il est difforme, qu'il est en contraste avec lui-même. Je passe. Cette dégénérescence des rapports à un modèle qui est le père comme symbole, vecteur de dissidence et de division. Pour le prouver, on avait cette démonstration dont il est question chez Aristote. On n'a jamais rien compris jusqu'au XIXe siècle. Les commentateurs de ce passage de la physique d'Aristote n'ont jamais compris ce qu'il voulait dire avec cela. Lisez, toujours selon eux, oi kalumeno oi pythagorei, les soi-disant pythagoriciens, l'illimité c'est le père. Comment un nombre entier peut être illimité? Bonne chance. Puisque c'est lui qui, embrassé et limité par l'impair, confère aux êtres leur illimitation. La preuve en est donnée par ce qui se produit en arithmétique. En effet, si on ajoute les gnomons autour de l'unité, le gnomon c'est l'équerre, on obtient toujours une figure identique, tandis que si on les ajoute sans partir de l'unité, la figure sera toujours autre par rapport à elle-même et autre par rapport à la précédente. Il a fallu du temps, aujourd'hui même les commentateurs n'ont toujours pas compris le fond musical de cette opération. Il s'agit de montrer que l'impair maintient les formes dans leur être et que le pair les module à l'infini. C'est la musique qui est impliquée dans cette histoire, dans le sens que les nombres pairs qui 1, 2, qui produisent 1, 2, 2, 3, 3, 4 dans les nombres rectangulaires produisent les intervalles. Ce sont les nombres des intervalles consonants et ils dégénèrent progressivement vers la dissonance. Alors que l'impair produit des nombres carrés, l'addition des nombres impairs à l'intérieur de ces équerres, 1, 3, 5 produit des nombres carrés dont les limites restent stables, la série grandit, mais le rapport est toujours 1 sur 1. Dans les nombres rectangulaires, le pair module sans cesse le rapport des côtés, parce que 2 sur 1 est une chose, 2 contient 1 nombre entier de fois, 3 sur 2, c'est ce que je disais tout à l'heure, 3 contient 2 plus la moitié de 2. Et là, l'intervalle est moins parfait. Il y a 4 sur 3, pareil, 1 plus 1 tiers. Il y a un excès dans ces nombres rectangulaires qui se divisent à l'infini par dichotomie, comme si la grandeur continue entrait dans le rationnel discret. C'est ce qu'on trouve dans les traités. L'illimité se glisse dans le pair. Le pair est synonyme d'illimité, de difformité, de modulation, de protéiforme des formes mathématiques. C'est ce que les pythagoriciens essayent de comprendre. Et naturellement, leur thèse, c'est que tout ce qui existe sur Terre est le fruit d'une crase, d'une copulation entre le pair et l'impair. Si le monde était régi par l'impair, il ne serait jamais sorti de son noyau. Il serait resté une unité identique à elle-même, méchamment contente d'elle-même. S'il était dominé par le Père, il aurait produit des monstres, des êtres difformes, comme chez Empédocle, où la Terre, sous le règne de la discorde, produit des têtes sans yeux, des oreilles sans tête, des membres désarticulés, des trisomiques, tout ce que vous voulez. Mais lorsque l'harmonie et l'amour règnent dans le monde, eh bien, les deux principes coexistent et produisent des êtres à la fois variés et semblables, comme vous êtes tous, chacun particulièrement spécifique, mais appartenant à un genre commun d'humanité. C'est comme ça qu'on utilise cette philosophie. Le système harmonique, donc ces mathématiques s'incarnent dans le système harmonique qui gouverne l'ossature de la mélodie. Ces rapports gouvernent le système. Je vais trouver un exemple ici pour expliquer. Il serait long d'expliquer la manière dont ce principe du pair, ce modèle mathématique produit la dissonance, mais en clair, la chose qui se produit, l'idée est la suivante: plus les rapports se compliquent en s'écartant de l'unité, plus ils produisent des dissonances frustes, plus les deux sons se rapprochent. Dans le rapport de 81 à 80, vous avez un huitième de ton. Au départ, il y a l'octave,
quinte, quarte, tierce majeure, tierce mineure. Les sons se rapprochent de plus en plus dans des micro-intervalles. Et plus la série croît, plus les rapports sont qualifiés de dissonants. Et non seulement de dissonants, mais de pathétiques. Parce que ces intervalles sont à la musique ce que la crasse des quatre humeurs est à la médecine. C'est-à-dire que ces intervalles, une fois qu'ils sont perçus, ils produisent le conflit, ils sèment le conflit dans l'harmonie de l'âme, n'est-ce pas? Donc, on a cette idée cette équation entre pathos et anomalie. Il faut de l'anomalie pour avoir l'expression. Il faut le contraste. Si la composition est un corps cohérent de membres articulés dans un tout, eh bien, une composition pathétique chargée d'affect est une chimère, c'est-à-dire une composition fabriquée avec des éléments conflictuels. Plus le conflit est grand, plus la composition est pathétique et désarticulée. C'est cette idée qui a conduit au baroque. C'est cette idée qui a conduit à l'expressionnisme fin de siècle dans le madrigal italien, ou pensez à Gesualdo, ceux qui le connaissent. Quand on a voulu rendre la musique expressive, on l'a chargée d'altération, de dissonance, et on a conçu justement ces compositions comme des chimères. Ici, j'ai un texte de Théon de Smyrne. Si vous voulez apprendre les mathématiques, lisez le traité de Théon de Smyrne online, Théon de Smyrne. Des connaissances mathématiques utiles pour la lecture de Platon. C'est un manuel, mode d'emploi pour les étudiants de l'académie platonicienne d'Athènes, qui était encore debout en 150 après. Et là, vous avez un livre sur l'arithmétique, la musique, l'astronomie, la géométrie. Regardez ce qu'il dit des genres chromatiques. Les genres chromatiques, ce sont des successions entre mi, fa dièse, la. Il y a des micro-intervalles, des semitons chromatiques qui sont très complexes mathématiquement parlant. Et regardez comme il les qualifie. Je lis en bas. Ce genre de modulation s'appelle chromatique parce qu'il s'écarte du premier, le diatonique, et change de couleur. Et il exprime les affections lamentables et les passions violentes. Vous voyez l'équation entre des micro-intervalles dissonants et le pathos violent et désarticulé. Ces proportions gouvernent les tonalités. Ici, Ptolémée, les tonalités de Ptolémée. Ptolémée dit que plus qu'on peut passer d'une tonalité à l'autre, mais plus le rapport est complexe, plus la transition est heurtée et pathétique. C'est le livre 2-6 des harmoniques de Ptolémée, l'astronome. On est en 150 après Jésus-Christ. C'est les fondateurs de la théorie des passions occidentale. Ici, vous avez une transition entre deux tonalités placée aux extrêmes de la tonalité dorienne qui est au milieu. Il y a une carte de distance entre les toniques en haut, entre Ré et La, et une carte de distance entre Mi et La. On peut passer de l'une à l'autre. Comme le rapport des toniques 4 tiers est simple, la modulation est agréable, dit Ptolémée. Il y a des éléments communs qui permettent de passer d'une tonalité à l'autre par tétracorde commun. Comme si vous prenez le tram jusqu'à la place Neuve de Genève, vous trouverez sur le même palier un tram qui va au Grand Nancy, vous pouvez passer de l'un à l'autre. Ici, il y a un tétracorde commun, c'est l'analogue de cette unité qui sert de dénominateur commun, et vous pouvez moduler dans quelque chose d'agréable. Si le rapport est complexe, eh bien, il y a un choc qui se produit et vous avez un événement pathétique. Terminons avec l'application de ces idées. Je ne sais pas combien de temps j'ai parlé. On a commencé à quelle heure? À 6 heures? À 10, on termine gentiment. L'âge d'or pour l'application de ces idées se situe entre le 14e et le 16e. Le 18e continue, bien sûr, avec Bach. Je ne vais pas entrer là-dedans. Alors, il y a deux façons d'étudier la conséquence concrète de ces théories. L'une, c'est l'idée de la valeur expressive des intervalles. On a déjà touché un mot. Et une autre, c'est la question de l'incarnation de la forme dans le sensible, c'est-à-dire la façon dont ces mathématiques s'incarnent dans les corps sonores. La théorie est la suivante. L'harmonie musicale est donc la traduction sensible d'une qualité mathématique dans un corps sonore. De plus, on vous apprend que cette qualité existe dans l'âme du compositeur, qui la communique à son tour à son œuvre, comme la mère façonne le bébé dans son imagination. On trouve ça dans les textes. Et alors la composition est un double psychique de l'âme et du corps du compositeur, dont la forme mathématique de la composition est au son, ce que l'âme est au corps du compositeur. La question est alors aussi complexe que celle d'établir les rapports de l'âme et du corps, l'interaction de l'âme et du corps.
La question à laquelle il s'agit de répondre est la suivante. Comment et dans quelle mesure le corps sonore de la composition, ce que vous percevez par l'oreille, le sensible en tant que tel, est le porteur du nombre intelligible? Dans quelle mesure ces mathématiques s'incarnent dans la composition? Et quelle est la dimension qui prime aux yeux du compositeur? Le mathématique, imperceptible, qui ne se révèle qu'à l'analyse de la partition, ou bien le corps de la composition, ce que vous entendez? Quel est le but de cette pratique? S'agit-il d'engager une forme mathématique dans le son en vue d'agir sur les affects, ou bien il s'agit d'utiliser les mathématiques pour freiner les affects? N'est-ce pas? Cette théorie-là, le nombre est un peu le frein inhibiteur du son, en quelque sorte. Comme l'âme est le frein inhibiteur, la raison est le frein inhibiteur du corps. Et il s'agit de savoir si, et c'est très ambigu dans le quadrivium, est-ce que les nombres sont là pour communiquer des passions ou pour les freiner? Si vous simplifiez, vous pouvez ramener cette situation à 3 cas de figure. Il y a d'un côté un idéalisme extrême, surestimation du mathématique. Donc on peut concevoir une harmonie idéale, non incarnée, qui peut ou non se servir des sens comme véhicule. C'est le cas de Palladio, l'architecte de la Renaissance, qui a été puisé chez Zarlino les rapports du demi-ton majeur, du demi-ton mineur. Il construit des fenêtres 35-36, mais qui c'est qui les aperçoit? 16-15, le demi-ton majeur, on trouve ça chez Zarlino dans les plans. Une fois que les conditions de réalisation de l'édifice ne le permettaient pas, il construit n'importe comment, sans observer les mesures. Ça veut dire un manque de considération pour l'incarnation sensible de cette harmonie. Il suffit de concevoir les choses comme elles sont sur le papier. Et puis tant pis pour la réalisation dans ce bas monde matériel du devenir dans lequel, vallée de larmes, dans lequel nous vivons. La position extrême est celle d'un aristotélicien comme Scaliger, Jules César, le père d'un de nos professeurs à Genève, qui disait qu'il existe une harmonie sensible pure, perçue par les sens, qui n'est pas l'incarnation du nombre. Lorsque je regarde une couleur, mon œil ne compte pas la proportion du noir et du blanc qui produit les couleurs. C'est ce qu'on croyait à l'époque. Quand j'écoute la musique, je ne compte pas les communs, etc. Je les entends, mais basta. Mais pour moi, la musique n'est qu'une matière, qui n'est pas l'incarnation d'un nombre. Et puis, la position médiane, c'est celle d'un mariage entre raison et sensation, coïncidence entre, c'est ce que disait Rameau tout à l'heure, coïncidence du mathématique et du sensible. On arrive à la conclusion à la Renaissance, et c'est la plupart des auteurs, qu'il existe en nous, dans l'artiste, un instinct du rationnel, dans les yeux, dans les oreilles. Il y a un instinct du mathématique. Michel-Ange disait, nous avons un sextant dans les yeux qui révèle l'harmonie mathématique dans les œuvres d'art sans le détour de l'analyse. C'est une position bien idéaliste. C'est comme dans les fenêtres de l'Uni 2 de Genève, il y a des sections d'or. Personnellement, je ne les aperçois. Je ne peux pas les apercevoir, n'est-ce pas, là non plus. Alberti aurait dit que j'aurais dû souffrir puisque la section d'or est irrationnelle. Mon œil devrait éprouver cela comme lors d'une dissonance. Ce n'est pas le cas. Bon. Mais on croit que l'œil fonctionne comme l'oreille. Alberti, les grands architectes, les peintres, Zarlino l'a dit pour la musique. Bien. Alors, le premier exemple, on a deux types, j'aimerais montrer deux types d'applications. Le premier de musique abstraite. Les exemples les plus éloquents de musique abstraite qui fait abstraction, qui place la beauté dans une idée mathématique non incarnée, ben c'est la musique médiévale du XIVe. Avant aussi, mais le triomphe, c'est le XIVe siècle, c'est ce que nous appelons l'ars nova. L'idée dominante est que la musique la plus belle ne s'entend pas. La musique la plus belle est celle que chantent les anges dans l'au-delà. Et la musique la plus belle est la musique du nombre, qui n'est pas incarnée. Un moyen pour l'atteindre était de placer la forme rythmique hors de la durée physique, pour la confier à une logique spatiale sur la partition. Ici, vous avez un ténor, une partie polyphonique de Philippe de Vitry, qui enseigne les maths à Paris, à l'université. Eh bien, vous voyez, il a conçu les valeurs rythmiques de manière symétrique par rapport au centre. 5. C'est un cycle rythmique qui se répète 10 fois dans le ténor de la composition, et chaque partie est symétrique par rapport à son centre. La mesure 4 fait pendant à la 4, la 3 à la 3, etc. etc. C'est une logique spatiale qui arrache la forme au temps. On pouvait faire mieux, moyennant ce qu'on appelle un canon énigmatique. Les canons énigmatiques, ce sont des compositions qui ne sont pas réalisées sur la partition, ni sur la partition, ni dans mais tout court. C'est le chanteur qui les exécute après avoir décrypté un avertissement verbal
cryptologique, énigmatique. Cette composition en particulier, on sait qu'elle est écrite pour 3 voix, mais Machaut, le compositeur, n'a donné qu'une voix et demie. Et puis il vous donne le texte. Ma fin est mon commencement et ma fin est teneur vraiment, tatati et tatata. Il faut savoir qu'il faut lire la mélodie supérieure de A à V, la lire à l'envers de A à V, et que le contraténor, en nombre, revient sur lui-même à partir de 10, si bien que le début et la fin sont semblables, on peut les plier et en faire un cercle, et la composition est un rondeau, n'est-ce pas? À Louis, tout ça échappe, c'est spatial. Baudcordier a fait encore mieux. Tout par compas je suis composé, dit-il. C'est un canon circulaire à 3 voix. Vous avez le ténor dans le cercle central, et puis la deuxième voix entre en contrepoint avec elle-même, en canon, à un moment déterminé que c'est à vous de choisir. Vous ne le savez pas. Il faut lire les strophes qui sont dans les 4 cercles aux 4 extrémités pour savoir à quel moment il faut rentrer un canon. Le texte dit « Tout par compas, je suis composé. Si tu savoir, regarde comme je suis fait, etc. etc. » Bon. Vous voulez entendre une mesure de ça, si j'y arrive? C'est pas mal. Ça tourne en rond à l'infini, c'est ce qu'on appelle une fugue perpétuelle. On pouvait aussi commencer sur une note supérieure, et à ce moment-là, la fugue monte en hélicoïdale, comme chez Bach, vers le ciel. Lorsque la mélodie aboutit à une note plus élevée d'un ton, il y a une modulation vers l'aigu, systématique. Vous voyez, géométrie en musique. Mais les exemples les plus éloquents de cette logique mathématique, ce sont les motets isorhythmiques. Qu'est-ce que c'est comme motet isorhythmique? La technique consiste à imprimer à la cire molle du chant grégorien, qui figure dans le ténor, une forme rythmique rigide, nommée thalia, qui se répète un nombre entier de fois, pour la couvrir ensuite de 2-3 voix, avec des textes différents. Pour compliquer davantage, le compositeur peut dissocier la répétition des cellules rythmiques qui se succèdent des répétitions de la mélodie. Un exemple ici, chez Machaut, vous voyez, la mélodie commence au milieu de ces 3 cycles rythmiques. Il y a 3 cycles rythmiques appelés Thalia 1, Thalia 2, Thalia 3. Vous avez 18 notes par mélodie. C'est ça qui est intéressant dans cette pièce. Donc il a choisi un ténor grégorien de 18 notes. Il le chante 2 fois, de sorte à avoir 36, un nombre pair-impair, qu'il peut diviser en 3 fois 12, 3 valeurs de 12. Et donc la mélodie recommence au milieu de la Thalia 2. La mélodie est la même, Fa, Sol, La, Pa, 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 Pa. Mais le cycle est totalement altéré parce qu'on commence au milieu d'un cycle rythmique. Ce motet est très intéressant à analyser. La partie supérieure parle du bon espoir. L'amour céleste trône dans la voix aiguë. La seconde voix fait allusion à un désir démesuré. Et le ténor donne la solution, donne l'absoute, comme dans la confession. Il cite une mélodie grégorienne qui dit « speravi », l'espoir. Donc le poète est tiraillé entre les facultés supérieures de l'âme et les facultés inférieures par un amour charnel, un amour céleste, et le ténor sert de dénominateur commun pour tout ça. Alors je vais vous faire entendre le début de cette composition pour vous faire poser la question de savoir si cette forme est perceptible ou non. Sachez aussi que la voix supérieure de ce motet conclut chaque cycle de 12 valeurs rythmiques superpose une mélodie, celle qui parle de l'amour céleste, qui compte 33 perfections, 33 brèves parfaites, l'âge du Christ, n'est-ce pas? Une cryptologie. Je vais vous faire entendre cette composition pour poser la question de savoir dans quelle mesure cet ordre est perceptible. Peut-être encore une image. Il n'y avait qu'un seul domaine dans lequel on s'amusait à diviser une quantité linéaire en 3 et en 2. C'est le calcul de l'harmonie sur le monocorde. Vous connaissez ça, j'imagine? La main de Dieu
Robert Flood, la main de Dieu qui accorde un monocorde. Vous voyez, ces cercles en question, c'est précisément ce que fait Machaut avec le temps. Il divise en 3 et en 2 pour calculer des quintes et des octaves, n'est-ce pas? C'est ce qu'on fait sur le monocorde, Moyen-Âge, pour calculer l'harmonie. La génération de l'âme de l'univers avec les chiffres en question, 12, 36, vous voyez, 18, c'est des rapports harmoniques. Autrement dit, Machaut a conçu le temps comme une grande corde de monocorde. Il a divisé cela selon des quintes et des octaves, dans l'espoir de... Comme si le ténor était le frein inhibiteur de cette âme en proie à la dissonance, partagée, tiraillée entre le ciel et la terre. Et là, on peut penser au Phèdre de Platon, où l'âme, c'est un char tiraillé par 2 chevaux, un blanc, un noir, et gouverné par un cocher qui essaye de freiner. Là, c'est le nombre qui joue ce rôle. Je vais essayer de vous passer ça, si j'arrive. Voilà. À l'oreille, je défie le doyen des classes de solfège du Conservatoire de Genève de me trouver cette forme par la seule perception. Et c'est bien le but de cette composition. Cette composition offre une réponse claire à la question que nous avons posée de la participation du sensible à l'intelligible. La proportion régit des échéances temporelles telles qu'aucune oreille humaine, en dehors de celle du compositeur et des anges, à laquelle on s'adresse probablement, donc on ne peut pas espérer saisir le sens de cette œuvre sans passer par l'analyse de la partition, que d'ailleurs est impossible, étant donné que cette composition est confiée à des parties séparées et personne ne peut analyser tout ça comme nous, on vient de le faire, chaque chanteur avec sa partie, le ténor, le duplum, le triplum. Et puis pendant l'exécution, impossible d'analyser tout ça. Donc là l'idée, la signification de l'œuvre est placée dans une idée intelligible, inaccessible à la perception. Entre le 15e et le 16e, cette harmonie s'incarne progressivement dans le corps sonore de la composition. Impossible d'articuler une date, mais les cloisons qui isolent l'intelligible du sensible perdent progressivement leur étanchéité et on en arrive à une conception, je dirais, psychosomatique des rapports entre mathématiques et corps sonore. Chez Machaut, tout se passe comme si le sang de la composition s'était coagulé dans une relique sainte et immuable. Mais à la Renaissance, ce sang commence à circuler par les soins d'un médecin, entre autres, qui est un médecin des Médicis à Florence, c'est Marcille Ficin, le traducteur de Platon. Regardez ce qu'il dit de contrepoint. Il parle de contrepoint comme d'un animal vivant qui respire, qui est doté d'articulation, qui respire, qui véhicule un affect, qui est vecteur d'un mouvement de l'âme, qui présente un esprit, c'est-à-dire le texte, qui présente un corps, c'est-à-dire 4 humeurs incarnées dans les parties du contrepoint, la basse, le soprano, le ténor, ainsi de suite. Et là, le texte s'exprime dans le corps de la composition par une sorte de rapport syntonique. Si vous analysez les compositions de cette époque, la musique incarne le sens du texte, comme le tempérament s'incarne dans le corps pour déterminer la physiognomonie. J'aimerais terminer par cet exemple qui montre un peu la trajectoire des mathématiques pythagoriciennes, de l'intelligible sensible. Il s'agit d'un motet de ce monsieur, Gallus, 1596-6. C'est un motet qui est consacré au thème de la double nature divine et humaine du Christ. Le Christ a été ramené à une dualité par la théologie médiévale, dualité entre le ciel et la terre. Le Christ peut sauver l'humanité parce que lui-même étant Dieu et homme en même temps, il peut
sauver les dissonances du péché originel, là où l'humanité s'est écartée de Dieu. Et d'autre part, ce thème met en scène, c'est ce qu'il met en scène, c'est un motet qui est consacré à la fête de la circoncision, c'est-à-dire l'alliance entre le ciel et la terre. Dans le judaïsme, la circoncision et l'alliance marquent l'alliance des hommes avec la divinité. Les chrétiens ont récupéré cette idée et ont imaginé la circoncision du Christ la semaine après la naissance, le 8 janvier. On a placé la fête le 8 janvier, elle a été abolie depuis. Et là, on chantait ce motet qui, justement, célébrait la double nature divine et humaine du Christ, l'alliance avec le ciel par son rôle de moyenne, en quelque sorte, de dénominateur entre ciel et terre, la dualité du Christ. Ce motet met en scène une autre idée mathématique, le thème du milieu de la vie. Si vous lisez les théologiens, on vous explique, et notamment Dante, dans le Convivio, il vous explique que, d'après saint Paul, que le Christ a voulu mourir lors de sa 35e année, qui est le 5e septénaire depuis la naissance. On divise l'âge de l'homme en septénaires, 7, 14, les dents, l'adolescence, etc. Et il a voulu mourir à 35 ans, le milieu de 70, en restant sur la croix entre 9h du matin et 15h de l'après-midi et en mourant à midi. C'est-à-dire, c'est le milieu exact d'une structure géométrique qui présente deux extrêmes et un juste milieu. Ce juste milieu est un kairos, c'est un point critique dans lequel l'histoire de l'humanité s'est retournée sur elle-même, a connu un bouleversement, un trope, une métabole, comme on dit en grec. Christ a sauvé l'humanité ce jour-là parce que c'était le milieu exact de sa vie et c'est le milieu de l'âge moyen. Et c'est le milieu d'une dualité symbolique qui représente sa double nature divine et humaine. Gallus a mis en scène ces symboles mathématiques. De plus, cette composition nous parle de la mélancolie du Christ. Il serait long de l'expliquer, mais la mélancolie, le tempérament mélancolique à cette époque est régi par la dualité, lui aussi. Le mélancolique est un maniaco-dépressif qui passe d'un moment d'extrême extase à un moment d'extrême dépression, c'est le cyclotimique bipolaire. On qualifie le Christ de mélancolique parce que le mélancolique est soit Dieu, soit homme. Le tempérament du mélancolique était censé être le tempérament du génie, des hommes d'excellence. Dans le moment où la mélancolie s'enflamme, l'esprit développe des rapidités d'opération extrêmes. Un simple idiot devient un génie, n'est-ce pas? Un simple, le plus stupide des humains peut devenir un homme, un ange. Melancholicus aut Deus, aut daemon. Le mélancolique est soit Dieu, soit démon. N'est-ce pas? Cette idée de la dualité qui est une sorte de rançon de la gloire pour la connaissance. Eh bien, le Christ a été qualifié de mélancolique à preuve l'iconographie de Dürer, où le Christ est représenté dans la position du penseur de Rodin. C'était la position de typus melancholiae, la mélancolie de Dürer, bien entendu. Puis ici, à Buenos Aires, le Christ mélancolique. Le motet en question est ici, je vais vous montrer la partition. Ce qui se passe est très intéressant. Donc le compositeur a conçu contrepoint à 4 voix, 4 débuts chromatiques. Donc le texte dit Mirabile mysterium declaratur hodie. Un grand mystère est déclaré aujourd'hui. Pour traduire le mystère, on a 4 voix chromatiques. La nature se renouvelle. Innovantur naturae. La nature se renouvelle. Deus homo factus est. Dieu est fait homme. L'incarnation. Id quod fuit permansit. Ce qui était est resté. Id quod non erat assumpsit. Il a assumé sur lui-même ce qui n'était pas. Et puis il dit non commixtionem passus neque divisionem. Il n'est pas soumis au mélange ni à la division. Tel un cercle divisé par le diamètre, le Christ n'est pas soumis au mélange ni à la division. Deux natures contiguës qui ne se touchent pas, divine et humaine. Bon. Comment est-ce qu'il a fait pour traduire tout ça? Pour traduire le mystère, 4 voix chromatiques, c'est dur, hein? Des intervalles impurs. Le mode est phrygien, mode qui se trouve entre mi et mi. C'est un mode larmoyant, mélancolique. La nature se renouvelle, dit-il. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez un dièse contre un bémol qui se confondent. Ce ne sont pas les mêmes notes, mais ils les confondent ici, comme pour désigner cette idée de deux natures qui se touchent sur un point critique, qui basculent. Hein? Le fléau d'une balance, n'est-ce pas? Dièse et le bémol se confondent sur la même note.
qui est à la fois dièse et bémol, qui appartient à une tonalité et à une autre en même temps, dans une sorte de modulation anharmonique. Bon. La nature bascule sur elle-même, dit-il, et vous allez l'entendre. Deus homo factus est, une catabase, une descente de toutes les voix d'une octave, comme pour signifier l'incarnation dans cette vallée de larmes, dans le registre de l'ombre du contrepoint. Per mansit, vous avez un pédale de tonique, vous avez une note qui est prolongée au-delà de toute limite, qui plombe le contrepoint. Vous voyez, vous avez une kyclosis. La mélodie devient stationnaire, comme pour traduire la dilatation du temps dû à ce texte per mansit, ce qui était est resté. Et puis, alors, quand il arrive à traduire cette notion de commixtio, la nature n'est pas mélangée, qu'est-ce qu'il fait? Il prend le mot commixtio à la lettre, dans son sens technique de la théorie musicale. La commixtio mordi en musique est une modulation. C'est le mélange d'un mode avec un autre mode. Et que fait-il? Le mode étant mi, il va moduler sur si bémol. C'est-à-dire que sur commixio, non commixionem passus, le mode transite d'un triton sur si bémol. On passe de mi à si bémol. Or, si bémol est le milieu exact de l'octave. C'est la moyenne géométrique de l'octave. Elle coupe l'octave en deux parties égales, contiguës, qui ne se touchent pas. Il aurait très bien pu faire ceci, moduler sur la et puis sur si, mais il n'aurait pas obtenu. Il aurait pu moduler transposer le mode sur si ou transposer le tout sur la. Il n'aurait pas obtenu son propos puisqu'il y a un enchaînement des mesures. Là, vous avez vraiment une dichotomie tranchée entre deux parties, deux tritons égaux, equipolentes, n'est-ce pas, qui se combattent, n'est-ce pas? Voilà. Comment les mathématiques peuvent gouverner cette composition. Je vais vous faire entendre cette partition. Et puis on se quitte.
pythagorisme subit du Moyen-Âge à la fin du XVIe. Cette évolution a été celle d'une incarnation progressive de la forme mathématique dans une conception qu'on pourrait qualifier de psychosomatique du nombre. Cette moyenne de 2 est un nombre intelligible, certes, tout ce que vous voulez, mais ici, il s'incarne dans un corps qui souffre, qui déchire le corps de la composition en 2 éléments contraires, à l'image de la souffrance du Christ et aussi probablement de son rôle de médiateur entre ciel et terre. C'est le rôle d'une moyenne qui relie 2 extrêmes, mais c'est une moyenne qui souffre. Passio Jésus Christi. Je vous remercie pour l'attention, j'ai débordé, mais c'est à faute de la musique.